Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée reçoit Dr Dra Yaomawena, que vous connaissez très bien. Il est un pasteur et il est aussi consultant en ressources humaines pour parler de la famille. On dit souvent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Pourquoi cela? Est-ce que ce que la famille est, ça peut se répercuter sur la société au sein de laquelle nous vivons? Est-ce que la société peut avoir espoir à nos différentes familles parce que ces familles sont capables d'inculquer aux générations futures les principes et valeurs? C'est ce sur quoi nous allons essayer de réfléchir. Pasteur Dra, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour, M. Condon. Vous êtes déjà dans l'idée. C'est une manière d'apporter notre réflexion sur des sujets très sensibles. Un sujet concernant une famille est un sujet qui concerne toute une nation. Parce qu'une nation est faite de communautés. La communauté est un ensemble de familles. Et à la base d'une famille se trouve un homme et une femme, et en plus des enfants. Donc ce qui affecte une famille affecte la communauté. Ce qui affecte une famille affecte toute la nation. Voilà pourquoi le thème est très important. Donc en disant la famille, laboratoire des principes et des valeurs, en tant que parent, en tant que consultant en ressources humaines, comment vous pouvez comprendre ce thème? Il faut qu'on comprenne d'abord le thème. Les principes, c'est quoi? C'est les règles, c'est les lois qui régissent la famille. La famille, généralement, doit se baser sur des principes. Mais qu'est-ce qu'on voit habituellement? C'est que il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que tout le monde se comporte comme il veut. Il n'y a pas des lois et des règles qui régissent la famille. C'est pour démontrer que les principes de leadership, le leadership basé sur les principes, ou bien les principes de leadership scientifique, marchent aussi bien pour la famille que pour une entreprise, que pour une organisation. Oui, et que veut dire les principes du leadership scientifique? Les principes de leadership scientifique, c'est un leadership basé sur des principes, c'est-à-dire des règles, des lois qu'on ne viole pas. Alors, quand nous venons dans ce monde, il y a des principes et des lois qui régularisent ce monde. Je prends par exemple un principe universel. Tout ce que vous déposez en l'air, sans support, tombe. On va l'appeler la loi de la gravitation. P égale à mg. Je vais prendre un principe évident. Celui qui ne mérite pas la confiance, on ne lui fait pas confiance. C'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de démontrer ça. C'est une règle naturelle, une loi qui est là avant que nous ne soyons nés. Et puis, un principe que j'appelle éternel, c'est-à-dire c'est des principes basés sur notre conscience, l'esprit, la générosité, l'humilité, la bonté et autres. Ça y est dans le monde avant que nous ne soyons nés. Est-ce que nous avons ces principes dans notre famille que personne ne doit violer? C'est ça que j'appelle les principes du leadership, ou bien le leadership scientifique. C'est un leadership selon lequel, en tant que leader, je dois apprendre à me connaître. Donc, apprendre à se connaître est un principe. L'homme doit apprendre à se connaître. La femme doit apprendre à se connaître. Les enfants doivent apprendre à se connaître. 2. Confiance en soi. C'est un principe. L'homme doit avoir confiance en soi.
La femme doit avoir confiance en soi. Les enfants doivent avoir confiance en eux-mêmes, etc. Ce principe doit être interpersonnel, c'est-à-dire l'homme et la femme, étant ensemble, doivent partir du principe personnel vers le principe interpersonnel. C'est-à-dire que je dois communiquer avec l'autre. C'est un principe scientifique. Un leader acquiert d'abord des principes personnels. Ensuite de cela, il doit communiquer ces principes personnels à l'autre. Et vice-versa. Déjà, nous venons à une famille. L'homme communique ses principes à la femme communique ses principes à l'homme, vice-versa, jusqu'à trouver un terrain d'attente. Donc, en parlant du leadership scientifique dans le couple, il faut d'abord définir comment les couples évoluent-ils en matière de principes. C'est pourquoi je dis que les couples sont un laboratoire des principes et des valeurs. J'ai défini ce que c'est qu'un principe, mais je n'ai pas défini ce que c'est qu'une valeur. J'ai énuméré un certain nombre de principes. De tous ces principes-là, quels sont les plus importants? Les principes les plus importants deviennent des valeurs. Par exemple, dans notre pays, nous avons beaucoup de principes, mais on a tout regroupé en 3 petits mots. Travail, liberté, patrie. Pour moi, travail, liberté, patrie sort du cadre des principes et devient une valeur que tous citoyens doivent développer pour être de bons patriotes. Travail, liberté, patrie. Alors, à la maison, quels sont les principes de base que vous avez évalués pour votre foyer? Les principes les plus importants dans un foyer, vous les appelez les valeurs. Et ces valeurs doivent être cultivées. Ces valeurs doivent être transmises à la nouvelle génération. La nouvelle génération transmet cela aux générations à venir. En tant que parent, je le disais, quels sont les principes qui doivent régir une famille? Il y a beaucoup de principes qui doivent régir une famille. Et il faut que je dise d'abord le rôle des parents. Le père et la femme se sont réunis sur la base de l'amour. Ces deux-là doivent produire des enfants. Donc il y a le rôle de production. Deuxième chose, ils doivent produire les richesses et les biens matériels. Vous débutez un foyer très humble matériellement, mais avec le temps, 10 ans, 15 ans après, peut-être il y a des maisons à gérer, il y a des terrains à gérer, il y a des voitures à gérer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le patrimoine de la famille en tant que couple. Alors, troisième niveau, le couple produit aussi des principes et des valeurs. Comme les enfants héritent les biens matériels de leurs parents, ils doivent apprendre aussi à hériter ces principes et ces valeurs. En matière de moralité, est-ce que le vol est permis si quelqu'un dérobe dans la famille? Est-ce qu'on le voit comme mauvais? Pourquoi on voit cela comme mauvais? C'est que depuis l'enfance, on a inculqué à cet enfant-là, à la maison, que ce qui n'est pas à toi ne touche pas. Touche seulement à ce qui est à toi. Il va à l'église, on lui enseigne que le vol est puni par Dieu. Tu ne voleras pas. Il va à la mosquée, on lui dit la même chose. Il va dans le couvent de l'animisme, on lui dit si tu voles, la foudre va te frapper. Il va à l'école, on lui
enseigne quelque chose dans la littérature. On dit par exemple la fourberie de Scapin. Scapin a l'habitude de tromper les gens et finalement était devenu victime de sa fourberie. Donc, tout ce qu'on a inculqué à cet enfant, il finit par adopter que je ne vais jamais voler ni tromper les gens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une valeur familiale qui naît. Et moi, je pense que ces valeurs familiales peuvent être énumérées en petits mots. Tu ne voleras pas. Ça, c'est un principe moral. Un principe en matière de la sexualité. Je suis père de famille, je me suis marié maintenant, ça fait 30 ans. Chaque fois que les enfants grandissent, tu commences par rencontrer de nouveaux problèmes. Quand ils sont très petits, tu ne penses pas à leur sexualité. Mais quand ils rentrent dans la puberté, les premiers problèmes naissent. Mais en étudiant le leadership scientifique, j'ai découvert que ce n'est pas quand les enfants grandissent qu'on doit élaborer des principes en matière de sexualité. Si vous n'avez pas minimum licence, n'amenez pas une fille à la maison ni un garçon à la maison que vous voudrez épouser. La loi que j'ai élaborée n'était pas venue quand les enfants étaient nés. J'ai conçu cela avant qu'ils ne naissent. Ils sont venus rentrer dedans. C'est comme la loi de la gravitation. Ça est dans le monde avant vous. Vous venez rencontrer la loi. Si tu n'as pas la licence, ne me présente pas ta fiancée. Alors, ils n'étaient pas en puberté, je pompe ça dans leurs oreilles. Ils étaient à l'école primaire, je pompe ça dans leurs oreilles. Tu dois avoir minimum licence avant de me présenter un partenaire. Et donc, si quelqu'un va violer cela avant la licence, c'est lui qui est tombé sous la loi. Alors, dans beaucoup de couples, il n'y a pas de loi comme ça. Quand quelqu'un commet le tort, c'est en ce temps-là qu'on traite son cas. Et puis la grande erreur, quand quelqu'un viole flagramment une loi morale, on n'appelle pas les autres et on dit, assieds-toi, excuse-toi devant les autres, que ce que j'ai fait c'est mauvais. C'est contre les principes de la famille. On ne le fait pas. Donc le deuxième enfant aussi dit, mon grand frère l'a fait, ma grande soeur l'a fait, on ne l'a pas puni. Donc moi aussi je vais faire. Ainsi de suite, les valeurs et les principes de notre vie familiale sont en train d'être détériorés. Quand nous on grandissait, on venait demander la main des sœurs et des grandes sœurs, et puis après l'homme revient et dit, elle est vierge, je vais demander encore ça, mais la deuxième fois. Est-ce que ça existe encore? Non. Vous voyez? Donc, les parents profitaient des gains. Cela veut dire que dans nos sociétés, le sexe est très important. Sois vierge avant le mariage. Dans nos sociétés, dans les villages, le sexe est très important. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Ça n'existe pas. Si tu as une fille, comment pas grandir, va à l'école, tu as peur. Parce que quoi? Si tu donnes une bonne éducation ou bien tu donnes des principes de base qui sont vos valeurs à un enfant, si ton enfant va à l'école, ceux qui n'ont pas de bons principes vont se moquer de ton enfant. Tu as 14 ans et puis tu dis que tu es vierge. C'est parce que tu es vilain. Donc tu n'as jamais fait l'amour. Oh, tu ne vaux rien. Mais quand tu pompes dans la tête de quelqu'un, tu ne vaux rien parce que tu ne connais pas un homme. Cette personne-là va vouloir imiter. Mais si vos principes de famille crient très fort, la personne a toujours une base. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question, mais il reste l'autre volet de cette question. Oui. Si hier, ces principes sexuels étaient respectés, cela veut dire qu'on a bien averti
les jeunes quand ils grandissaient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à l'exemple que vous avez donné, à 9 ans déjà, l'enfant est violé? Est-ce à dire que les principes ont disparu ou bien ceux qui transmettent ces principes ne le font plus? Le problème vient de la base. Moi, je réponds avec quelque chose. Un homme honnête, une femme honnête, qui voit son enfant de 19 ans ou bien 20 ans se retrouver en prison parce qu'il a volé. Pour moi, c'est toute la famille qui est en prison. Comment on a inculqué les principes et l'enfant n'a pas pu respecter les principes? Le problème est là-bas. Et je vais vous montrer clairement un concept de leadership scientifique. Les principes et les valeurs sont comme les guides d'une boussole. Et les guides d'une boussole marquent toujours quoi? Le nord. C'est quelque chose de très fondamental. Les principes et les valeurs d'une famille, c'est comme les 10 commandements qui marquent toujours le nord. Donc, les guides, c'est moi. Quand je me perds, on me tourne comme ça se retourne vers mes principes et mes valeurs. Quand je me tourne vers l'Est, je me tourne vers mes principes et mes valeurs parce que quoi? Malgré que je sois vers l'Est, l'aiguille va se tourner vers mes principes. Donc, tout, c'est comme l'aiguille d'une boussole qui marque toujours le nord. Et ce nord-là, c'est les principes et les valeurs. Mais nos familles ont adopté un deuxième principe que j'appelle le principe de la montre. Les enfants, en venant, viennent-ils rencontrer les principes et les valeurs? Ou bien il n'y a même pas de principes et valeurs et donc eux-mêmes créent les principes et les valeurs, ou bien les parents même violent les principes et les valeurs et les enfants imitent. Alors, quand un père de famille va en ville, il fait un enfant avec une fille de 16 ans, malgré qui ait 45 ans, devant son propre garçon qui a 20 ans. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à son garçon? Voilà la délicatesse du problème. Donc, le père va dire, ayez un bon comportement, mais lui-même, il viole les principes impunément. Et donc, ces garçons aussi vont violer le principe impunément. Une fille qui sait que sa maman a un copain, à part son père. Qu'est-ce que la maman est en train d'enseigner à la fille? La fille va aussi violer les principes que la maman a violés. Vous êtes un parent. Oui. Quand vous regardez dans notre société actuelle, c'est une société respectueuse des principes et des valeurs ou bien une société non respectueuse des principes et des valeurs? D'abord, nous allons dire que nous sommes des hommes et qu'aucun homme n'est parfait. On fait un effort pour être parfait. Il y a une tendance vers la perfection, c'est tout. Dans cet effort-là, malgré notre imperfection, il faut qu'on soit parfait au moins à 80%. Si on viole quelques principes, au moins qu'on ne viole pas les valeurs. Étant donné que nous, les pères, nous n'avons pas eu la même éducation que les mères, chacun vient au foyer avec ses principes. Est-ce qu'un exemple, vous pouvez nous donner des principes cardinaux que chaque famille doit adopter pour que la société soit plus ou moins équilibrée? Je donne 3 principes cardinaux. Le principe de producteur. Maman, c'est avec toi qu'on va produire les principes de moralité. C'est avec toi qu'on va produire les principes de succès et de réussite dans la famille. Quand l'homme dit tout le monde doit se lever à 4 heures du matin, la femme dit non, tel enfant est trop fragile. Mon dernier ou bien mon avant-dernier fils ou bien fille ne peut pas se lever à telle heure-là. Et l'autre va se lever à 6 heures. Parce qu'il y a la bonne ou bien les boys qui font tout. Donc, certaines personnes dans la maison se lèvent à 4 heures. La maman dit autre chose. D'autres se lèvent à quelle heure? À 5h30 ou 6 heures. D'abord, il y a des équilibres. Ils se sont attendus, ils ont produit les enfants.
mais ils ne s'attendent jamais sur les principes de base. Si vous devez vous lever à 3 heures du matin, révisez vos leçons d'abord avant et à 4 heures, vous vaquez, soit à la prière, à la lecture de la Bible ou bien à la lecture du Coran, quelques 15 à 20 minutes de prière, avant d'aller vous laver et prendre le petit déjeuner. L'autre dit non. Comment est-ce que ce couple-là peut réussir? Il y a des accords dans la production des règles du couple. Et donc, on viole tout de suite même le rôle de producteur. Dieu dit, vous êtes des producteurs. Vous avez produit des enfants, mais vous n'arrivez jamais à produire des valeurs. La femme dit, ma fille, sois vierge. Mais l'homme prend sa fille dans sa voiture pour visiter ses copines. Est-ce qu'on est en train de bâtir en fait des principes en matière de sexualité? Les valeurs familiales dans lesquelles nous sortons. La femme vient de la monogamie. Le monsieur sort de la polygamie. Le monsieur, on lui a dit que tu n'as pas le droit d'avoir une femme ou bien 2 femmes. La femme dit que pour moi, c'est la monogamie. Quels principes vont-ils élaborer? Ils ne vont jamais s'attendre sur les principes de base. Parce que quoi? Je viens d'un autre principe. Toi aussi, tu viens d'un autre principe. Nos principes ne sont pas valables. Il y a une petite histoire qui m'amuse beaucoup. On a éduqué une femme, on lui a enseigné que la fourchette se met du côté droit du plat. Mais l'homme vient d'une famille où la fourchette se met du côté gauche. Naturellement, après le mariage, la femme vient mettre la fourchette du côté droit. Parce que c'est ce qu'on lui a enseigné. Et c'est ce qu'il va enseigner à ses enfants. Et l'homme vient. Est-ce que toi tu n'es pas éduqué? Ou est-ce qu'on t'a éduqué même? La fourchette là, ça se met du côté gauche. Pour la femme, on a insulté quoi? Toute sa famille, l'éducation de la famille, les valeurs de sa famille. Maintenant, qu'est-ce que cette femme-là va enseigner à ses enfants, filles? Ce que l'homme a dit ou bien ce que ses parents lui ont enseigné. Alors, c'est de petites choses qui amènent de grands problèmes dans les couples. Donc, un couple produit des enfants, un couple produit les valeurs et les principes. Et les deux doivent s'accorder sur les valeurs et les principes. Deuxième rôle, c'est le rôle de gestionnaire. L'homme dit, voilà ce qu'on va faire. La femme dit, voilà comment on va le faire. Les deux s'accordent. Et puis vérifie que la chose est faite. Mais avec le temps, il faut qu'il y ait un leader. Qu'est-ce que j'appelle leader? La vision, le projet de société, le projet du couple que vous avez élaboré, on remet entre les mains de la femme à gérer. Là, la femme devient manager du foyer. Tout comme dans une entreprise, le DG ou bien le PDG élabore un projet et il donne ça aux gestionnaires. Et les gestionnaires gèrent. La même chose est dans le couple. Toutes les religions qui sont actuellement présentes, de l'animisme jusqu'au christianisme, en passant par l'islam, qui sont les religions judéo, tous disent que l'homme est le chef de la famille. Un chef, un DG, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vision, il donne le projet de société. Et on donne ça aux collaborateurs. Même moi, je dis dans un couple, les deux doivent élaborer le projet de société. Quand il finit d'élaborer, on peut donner à madame ou bien à maman de gérer cela. Alors, de ce point de vue, madame devient la gestionnaire. Ça, je suis en train de parler de leadership scientifique en matière de couple. Ce que vous avez élaboré, madame fait gérer cela. Donc, elle devient la gestionnaire. Donc, premièrement, j'ai parlé du rôle de producteur. De ce rôle de producteur est sorti du rôle de quoi? De leader. Et vient le rôle de manager. Et en troisième position, qui est le plus important, c'est quoi? C'est la production aussi des valeurs et des principes, des biens matériels que le couple a généré. Ça a besoin de pérennité. Les gens doivent hériter cela.
Aujourd'hui, dans nos sociétés, quand les gens disent « c'est le terrain de mon père, la maison de mon père, je vais l'hériter après leur mort », qu'ils apprennent aussi à dire que c'est les valeurs de papa, c'est les valeurs de maman. Je suis né d'une famille d'imams, je suis né d'une famille de pasteurs. Je n'attends pas seulement à hériter les choses matérielles, je dois hériter aussi les valeurs et les principes. Et c'est là où il y a la déchéance. Il y a une jeunesse qui vient, qui n'hérite pas les valeurs de leurs parents, mais veut hériter les biens, les richesses matérielles de leurs parents. Et ça crée des conflits. Ces enfants qui n'ont hérité aucune valeur, ni aucun principe, qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Avant que nous ne naissions dans le monde, Dieu nous a créé des gens libres. J'ai dit tout de suite que les principes et les lois sont dans le monde avant que nous ne venions dans le monde. C'est de la même manière aussi que la liberté de choix. Un enfant de un jour, vous venez avec une lampe dans la chambre, cet enfant-là est libre de fermer les yeux ou bien de mettre sa tête sous un drap ou bien de fixer la lumière. Donc il avait 3 choix, il choisit ce qu'il veut. Donc avant même que l'enfant ne naisse, il a un don de choix. Et ce don de choix-là, qui n'est pas manipulé, ou bien ce don de choix qui n'a pas de règles, ce don de choix qui n'est pas véhiculé, peut t'amener dans le pire. Parce qu'aujourd'hui, un enfant peut facilement rejeter les principes et les valeurs de sa famille et accepter ses principes et ses valeurs. Supposons que dans notre famille, un homme est un homme. Un homme ne porte pas de boucles d'oreilles. Un homme s'habille décemment, il fait une bonne coiffure. Mais à un moment bien défini, ton enfant s'identifie avec les stars de la musique, les stars du football qu'on voit à la télévision, et commence par porter boucles d'oreilles, faire tatouage sur le corps. Mais ces choses ne sont pas dans la valeur familiale. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas pu convaincre tes enfants. C'est que l'enfant n'a pas confiance en lui-même. L'enfant n'est pas fier des valeurs que tu lui as inculquées. Alors vous voyez aujourd'hui nos enfants qui ont détruit les valeurs, les mœurs, les principes de base de leur famille et adopté d'autres valeurs et d'autres principes. Quelque chose m'a amusé la dernière fois. Le président Poutine faisait un discours et il accusait l'Occident. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez comme modèle? Votre démocratie pour lequel les homosexuels, les lesbiennes, c'est ce que vous voulez que nous les rues, nous apprenions de vous? Pour le paraphraser un peu. Donc, pour moi, il les prend, il les accuse sur les principes et les valeurs que l'Occident devait éviter parce que l'Occident a pour base les principes catholiques et protestants. Les Russes, c'est des orthodoxes. Les Russes ont gardé quelque chose. L'Occident l'a rejeté. Pourquoi? Ça vient des familles. Il y a un Occident gréco-romain qui base ses principes sur quoi? L'idéologie des philosophes. Alors qu'il y a certaines personnes qui basent leur philosophie sur une idéologie judéo-chrétienne ou bien musulmane. Et donc, quand la démocratie est grecque, ça donne des conséquences. Et on nous inculque ça. On nous inculque ça. Jusqu'à la démocratie vient dans notre maison. Les enfants disent que j'ai 18 ans, je vais faire ce que je veux faire. Nous sommes maintenant dans un pays démocratique. Si tu ne fais pas attention, moi j'ai choisi d'être homosexuel. Si tu ne veux pas, je quitte la maison. Je vais aller rester avec mon partenaire homosexuel. Et la loi, dans certains pays, légalise cela. Pour moi, c'est un échec des valeurs de famille. Merci pour la clarité de votre réponse. En somme, vous êtes un consultant. Comme je l'ai dit toujours, vous êtes aussi un parent. Ceci étant clair comme constat, qu'est-ce que vous avez à dire aux parents
pour qu'ils puissent inculquer à leur progéniture les principes et valeurs qui puissent tenir et traverser le temps. Qu'est-ce que aussi vous avez à dire à la progéniture qui prendra la relève demain, d'écouter les parents pour qu'ils puissent être des responsables de demain? Ma mère a l'habitude de me lire un livre, le livre qui parle de la bataille entre Goliath et David. Elle va finir par dire: tu es David. Si tu crois en Dieu et tu respectes les lois de Dieu, tu peux battre tous les Goliaths. C'est quoi? C'est un principe qu'elle essaie de m'inculquer. Alors, tu vas à l'école, on t'enseigne d'autres principes de réussite dans la vie. Moi, j'ai fait la littérature américaine et un principe qui me façonnait, c'est comment dans les films américains ou bien dans les romans américains, la personne de l'État échoue dans les enquêtes, l'avocat ou bien le juge échoue et un détective privé réussit. Donc on est en train d'inculquer à l'enfant quoi? Des valeurs qui veut dire que tu n'as pas besoin d'être au service de l'État avant de servir ton pays. Il y a une guerre, des militaires corrompus échouent. Et quelqu'un qui n'est pas militaire, un cowboy, va et remporte la guerre. C'est des histoires drôles. Mais au milieu de ces mythes et contes, tu déduis un principe de vie. Je prends nos contes que nos parents nous racontent. L'araignée qui trompe toujours les gens pour avoir la victoire. Indirectement, tu peux toujours, ou bien toi en tant qu'enfant, adopter un principe selon lequel c'est pas la fourberie, la tricherie que je parviens à la réussite. Parce que quoi? L'araignée a toujours trompé, il a réussi, et tous les soirs, quand on se regroupe autour de grand-papa, c'est ce que grand-papa nous dit toujours dans un conte. Soyez habile comme l'araignée. Si vous êtes habile comme l'araignée, si vous pouvez tricher les gens, vous pouvez mieux réussir. On rit, mais on l'accepte comme principe de vie, la tricherie. Depuis votre enfance, on vous dit, c'est ce qui est blanc qui est beau. Le noir est vilain. Le blanc, c'est l'ange. Le noir, c'est le diable. Donc, à la télévision, chaque fois que vous voyez des films d'enfants, tout ce qui est satanique, la mauvaise personne est toujours peinte en noir et la bonne personne en blanc. Le diable n'est jamais blanc, le diable est toujours noir. Donc nous grandissons, nous disons que le blanc est bon. C'est-à-dire que quoi? Tout ce qui est blanc est bon et tout ce qui est noir est mauvais, est vilain. Pourquoi ne voulez-vous pas que nos filles et nos femmes se dépigmentent? Et nous qui sommes très 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 noirs là, à l'école on se moquait de nous. Pourquoi tu es noir comme ça? Et donc, comment faire pour que ce qui est noir aujourd'hui, très noir aujourd'hui, qu'on soit fier de ça? Il faut qu'on se batte pour ça. Par exemple, en donnant aux enfants que des poupées noires. Un enfant est noir, tu lui donnes des poupées blanches. Tous les jouets sont blancs, alors que c'est noir. Quelqu'un va me dire que c'est parce que des poupées importées. Pourquoi ne pas en fabriquer des noirs? En réalité, l'éducation de base viole même nos principes. Un enfant naît toujours vierge, mais toujours, il faut qu'on essaie de mettre dans cette virginité des choses, des principes et des valeurs qui peuvent aider l'enfant à s'aimer, à avoir confiance en soi et à aimer ces principes et ces valeurs. Voilà, docteur Dra, avant la conclusion de cette émission, j'aurais souhaité qu'on aborde le problème des réseaux sociaux dans l'élaboration des principes et valeurs dans les différentes familles. Quels mots
les réseaux sociaux ont dans l'élaboration, dans le respect des principes et valeurs de nos différentes familles. Est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux? Les enfants ont des amis. Il y a aussi nos télévisions. Je connais de grands chanteurs internationaux, de grands artistes, qui ne cachent même pas la manière dont ils prennent la drogue avant de chanter. Mais tout le monde les acclame. Tout le monde les met en exergue sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Et toute une jeunesse s'identifie à eux. Tout ce qu'on présente sur les réseaux sociaux et sur nos télévisions sont-ils de bons exemples? En matière de football, Maradona est-il un bon exemple? Il joue bien, il dribble bien, mais il ne cache pas sa drogue. Mais tout le monde l'acclame. Et tous les jeunes veulent être comme lui. Moi-même, je voudrais jouer un jour comme lui. Mais je n'ai pas eu cette chance-là. C'était un modèle quand on grandissait. Mais il y a aussi des gens qui font la même chose, mais qui sont des modèles. Pourquoi ne pas prendre ces modèles? Je n'ai jamais vu Thierry Henry avec des boucles d'oreilles. Je n'ai jamais vu Samuel Eto'o avec des boucles d'oreilles. Je n'ai jamais vu Drogba avec des boucles d'oreilles. Mais comment faire pour choisir les bons modèles en matière de réussite en ce moment de réseaux sociaux? Maintenant, il y a TikTok. Tout le monde veut se montrer sexy. Est-ce qu'on a besoin de se montrer sexy avant qu'on ne te fasse la cour ou bien avant que tu ne puisses te marier? Je me pose une question maintenant avec la détériorisation de nos valeurs et des principes. Quand je vois sur les écrans, les réseaux sociaux, c'est comme même si en matière de publicité, si quelque chose n'est pas sexy, ça n'attire pas. Pourquoi? Le thème, c'est l'élaboration des principes et des valeurs. Tu dis à tes enfants, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Les enfants prennent une star sur la télévision ou bien sur les réseaux sociaux et l'imitent. Alors, entre toi et le parent, il sait que toi, tu n'as pas réussi, tu n'as pas beaucoup d'argent comme cette star-là. Entre vous deux, qui va prendre? Donc, tout ça la rend difficile, l'éducation des enfants. Une fois, j'ai rencontré un grand pasteur chez qui j'étais resté une fois aux États-Unis qui n'a même pas de télévision. Il dit l'utilisation de la télévision et des téléphones rigoureusement prohibés. Il dit quoi? En ce moment-ci? Il dit oui. Mes enfants, je les veux sur une bonne base chrétienne. Et il a réussi. Il y a encore des exceptions. Des gens qui réussissent. Nous, certains parents, nous disons, ok, on donne la chance à l'enfant. Mais l'enfant n'a qu'à faire le choix de ce qui est bon et mauvais. Et moi, j'ai adopté ça, par exemple. Tu vois, tu as toute la liberté. Mais ce qui est mauvais, ne le fais pas. Si tu le fais, parce que quoi? Ils sont venus rencontrer les règles que j'ai élaborées. Ceci étant, s'il y a les réseaux sociaux, il y a ce libre arbitre pour chaque enfant de choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les parents doivent-ils démissionner de leur rôle d'éducateur? Actuellement, il y a deux manières de démissionner. Tu laisses ça aller. La plupart des parents ont déjà démissionné. C'est-à-dire que je les ai faits. Ils ont choisi leur genre de vie. Quand on dit au père, on dit à la mère, oh, il a choisi sa vie. Il revient à la maison quand il veut. Il vient manger quand il veut. Il sort quand il veut. Qu'on ne dise pas demain que ce n'est pas moi qui ne lui ai pas donné les moyens. Il continue par le financer dans le mal. L'école, il ne veut pas aller. On lui donne les moyens, il fume avec. Il prend la drogue avec. Les parents, beaucoup de parents ont déjà démissionné. Je connais beaucoup d'enfants qui ont tenu leurs parents au col. C'est votre temps. Laissez-nous en paix. C'est une plaie que la société actuelle a. Est-ce que tu ne te poses pas la question? Les problèmes des imams et des pasteurs.
Est-ce qu'il y a encore de bons musulmans? Est-ce qu'il y a encore de bons chrétiens? Les valeurs et l'éthique chrétienne, toutes ces choses sont violées par nos enfants. Tu peux me prêcher aujourd'hui, s'il vous plaît, jeunes, dans nos paroisses, dans nos églises, à la mosquée, même dans l'animisme, qu'on demande ta main et que tu fasses un mariage religieux d'avoir un enfant. Combien respecte cela? Les pasteurs ont beau prêcher. Les gens vont venir avec une femme grosse. Pasteur, on est tombé. Comment on va faire maintenant? Donc les lois sont violées à la maison. Les églises qui doivent appuyer ces lois aussi, nous échouons. Et donc finalement, tout le monde fait ce qu'il veut dans notre société. Mais si tu violes la loi de tes parents, tu violes les lois de l'église, les lois du pays, eux, ne pardonnent pas. Quand tu voles, c'est quand tu vas finir en prison que tu vas te dire, ah, mon père me l'a dit, ma mère me l'a dit. Et c'est quoi? C'est un échec de la société. Et en réalité, quand un enfant est en prison, c'est son père, sa mère qui sont en prison. Et c'est toute la société, ses parents proches qui sont en prison. Si un enfant viole une loi de la société, une loi répréhensible de la société, c'est tous ses parents qui sont coupables et qui sont aussi répréhensibles. Donc moi je pense, si nous avons la chance de produire les enfants, il faut qu'on soit un peu plus dur. J'en ai 5, je sais ce que c'est. C'est la dureté qui m'a aidé à s'en sortir. Les gens me disent, tu es trop dur. Oui, je dois l'être. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont pratiquement grands. Et j'ai changé de caractère avec la plupart. Pourquoi? Ils ont traversé les étapes. Tous disaient, papa, tu as été dur. J'ai dit, c'est pour votre bien. Pourquoi? J'ai élaboré un leadership par principe. Le temps qui nous est imparti touche sa fin. Avant de nous quitter, votre dernier message en guise de leçon pour tous les parents et tous les enfants. Dernier message, peut-être un résumé. Comme on a un leadership laissé aller, tout le monde fait ce qu'il veut dans une société, dans une organisation, dans un parti, dans un pays. On peut le faire aussi à la maison, leadership laissé aller. On produit les enfants. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde imite ce qu'il veut imiter. Il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun principe. Mais avoir un couple ou bien des enfants meilleurs, il faut opter pour le leadership par principe. Et le leadership par principe dit, un couple est un producteur des enfants, producteur des biens matériels, des valeurs et des principes. Et ces biens matériels, ces biens et principes et valeurs doivent être gérés et laissés à la génération à venir. Ainsi, un homme peut jouer un bon rôle de visionnaire, c'est-à-dire de leader. Et la femme, un bon manager, c'est-à-dire que la femme prend la vision élaborée par elle et l'homme et gère cela au niveau des enfants. Et soit capable de dire, hé petit, ce que tu veux faire là, ton père n'aime pas. Et que l'homme soit capable de dire, hé, ce n'est pas les valeurs que moi et votre maman, nous vous avons inculquées. Changez cela, changez vos habitudes. En cela, les principes et les valeurs que nous avons hérités de notre père, de la tradition judéo-chrétienne, animiste et musulmanes peuvent être pérennisés. C'est ça notre problème. Les pasteurs sont là pour ça. Les imams sont là pour ça. Comment pérenniser les valeurs, les principes, les idéaux de base de notre société. Comment les pérenniser? Et pour finir, chaque enfant, à partir des principes de leurs parents, doit élaborer ces 3 valeurs qui lui coûtent très cher. Pour le Togo, travail, liberté, patrie. Pour
Docteur Dra, c'est quoi? Humilité, curiosité et travail dur. Pour toi, quelles sont tes valeurs en tant qu'enfant? Humilité, curiosité et travail dur. C'est mes principes de base qui constituent mes valeurs. Et toi, quelle est ta valeur? Va et élabore une valeur avant la fin de cette journée. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité à cette émission Idée. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bye bye.